pense qu'on peut faire une minute de silence. Tout à fait. Prémonition, comme un devoir de mémoire, pour ne jamais oublier les morts, les atrocités et les absurdités de la guerre meurtrière, debout, dans le couloir d'un train parti de la gare de Verberie en direction de la ligne de feu, le poète brancardier Louis Aragon écrit ces quelques lignes. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement, vos jambes condamnées. Déjà, la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Le 11 novembre 1918 signe la fin de 4 années d'atrocités, de destruction, de fureur. Le début d'une paix laborieuse, une paix courte, une paix de 21 ans. Le 11 novembre 2020, c'est un hommage à tous les morts pour la France, à ceux d'hier et à ceux d'aujourd'hui. C'est la commémoration de la victoire et de la paix, de la grande paix, celle que l'on souhaite éternelle. Le 11 novembre 2020, c'est le jour où Maurice Genevoix, académicien, poète et écrivain, témoin de cette guerre atroce, porte étendard de ses frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances, entrent au Panthéon. Durant cette guerre, 9 720 453 soldats et 8 871 428 civils sont morts sur la planète. Chacune et chacun d'entre eux avait un nom. Chacune et chacun d'entre eux avait une vie. Souvenez-vous. Ici, à Saint-Jean-Chambre, c'est la disparition de 36 hommes. 36 hommes qui n'auront pas vu grandir leurs enfants, 36 hommes qui n'auront pas vécu leur vie, et autant de familles détruites. Souvenez-vous. Ici, à Saint-Jean-Chambre, c'est aussi à eux que nous rendons hommage, particulier. C'est eux que nous remercions pour leur sacrifice, c'est eux que nous honorons. Alors je laisse la parole à Joël, la mémoire de notre village, qui va nous dire quelques mots. Il va nous parler des gens d'ici, de ceux dont vous pouvez lire les noms sur la stèle derrière nous. À toi. Merci Gilles, monsieur le maire, à vous tous, à vous toutes, chers amis, chers collègues. En ce 11 novembre 2020, dans des circonstances bien particulières, confinés, masqués, mais tout de même rassemblés en comité restreint, règles sanitaires obligent. Devant ce monument pavoisé, érigé dans les années 20 au cimetière communal, au même titre des 36 000 communes de France, une rénovation dans les années 90, puis déplacée en 2018 à l'initiative de la précédente mandature, qu'elle en soit remerciée pour lui avoir donné toute son authenticité et proximité sous la place du village. En toute modestie, j'ai souhaité faire passer un message, un témoignage de reconnaissance et d'histoire. L'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, le 31 juillet 1914, l'assassinat de Jaurès,
au Café du Croissant à Paris. Une figure hors du commun. Homme pacifiste, humaniste, élu député du Tarn avec le soutien des mineurs de Carmaux en grève. Le 2 novembre 2020, un de ses textes s'adressant aux institutrices et instituteurs a été lu devant des millions d'élèves dans toutes les écoles, les collèges et lycées de France, en hommage à Samuel Paty. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'église de Saint-Jean sonne le tocsin, comme toutes celles de France, pour la mobilisation générale. Cette France de 14, en majorité rurale, paysanne, la plupart de ses futurs combattants n'avaient jamais quitté leur terre natale, hormis ceux qui avaient accompli leur devoir de conscription. Partis la fleur au fusil, couleur bleuée, en pleine moisson, laissant mère, père, sœurs et frères, et pour certains une épouse avec des enfants. Dès leur incorporation, vêtue d'un uniforme pantalon rouge Garance, la fleur très vite s'est transformée en baïonnette. Petit-fils de Victor Nouvet, mon grand-père maternel, sabotier de métier, ouvrier agricole dans les vignes, résidant à l'époque à Cornas. Mobilisé fin août 14, il laisse une épouse avec 3 enfants, une fille de 3 ans et des jumeaux de 2 ans. Départ pour la Somme, les Dardanelles, puis Salonique. En 1915, le décès de sa fille lui permettra d'obtenir une permission. Il sera démobilisé avant l'armistice 1918, suite au décès de ses 2 autres enfants, d'une maladie non maîtrisée qui ont touché de nombreuses familles sur l'Hexagone en plein conflit. Décoré, mutilé, mais pensionné, il sera reconnu invalide à l'âge de 42 ans. Je garde le souvenir d'un homme avec son chapeau de feutre noir, son bâton taillé dans une repousse de châtaignier, mais avant tout d'un grand-père, du pépé, voulant profiter du présent, faisant abstraction de son passé, très proche, avec une attention tout à fait particulière à sa fille Jeannette, ma maman, née après-guerre, d'avoir accompagné son gendre dans ses projets, sans oublier ses 3 petits-enfants, qu'il a gâtés, choyés, en compagnie de la petite Mémé, qui a eu le plaisir d'avoir connu ses 7 petits arrière-enfants. De par ses origines, ses racines, huguenotes, avec toutes ses convictions, mais toujours dans la discrétion et le respect d'autrui. Jamais un mot plus fort l'un que l'autre. En toute lucidité, soucieux d'information, rien ne lui échappait. Il lisait la Bible, il écoutait son transistor, abonné et fidèle lecteur du Progrès républicain de l'époque, afin de se tenir au courant de l'actualité quotidienne. La guerre d'Algérie, les yéyés avec Johnny Hallyday, du pasteur Martin Luther King à Fidel Castro, de Kennedy à Khrouchtchev et bien d'autres sujets. L'école laïque et gratuite lui avait permis d'obtenir son certificat d'études à l'âge de 13 ans en 1901, avec toute sa reconnaissance aux instituteurs, les hussards de la République, avec un esprit d'ouverture et de tolérance. Lors des événements de 68, gravement malade, il faisait confiance au général, qui avait osé résister et dire non à l'impérialisme d'où qu'il vienne. Il décédera fin juin. Je n'ai pas connu mon grand-père Firmin. Il partira en septembre 14. Ses 2 frères le suivront à quelques jours près. Firmin, marié, père d'un enfant, cultivateur, restera sur le front de la Meuse durant 3 années. Eugène Charette, mon grand-oncle, sera porté disparu et tué à l'ennemi le 23 février 1916 à Louvemont, proche de Verdun. La famille en sera informée que le 15 juillet 1916. Ferdinand sera porté disparu
est tué à l'ennemi le 20 mai 1917. La famille en sera informée fin juillet 17. Firmin sera démobilisé début 1918. De là à apporter un témoignage pour avoir, en 2009, avec Colette, avoir fait, je le dis, un pèlerinage, à vous prendre les tripes, partir sur les traces de mes grands-oncles. Excusez-moi, je mélange les feux. J'arrive. Direction Valence Nord, l'autoroute. Dijon, une halte à Colombey-les-Deux-Églises pour la Croix de Lorraine, Bar-le-Duc et Verdun par la voie sacrée. Moment de recueillement à Louvemont, Verdon, puis direction le chemin des Dames entre Laon et Soissons, au pied de chaque monument. Nous avons déposé un peu de terre, celle de Saint-Jean, et nous avons ramené une pierre dans le cimetière familial au hameau de la Grange, berceau de la famille Charette. Je terminerai par une citation de Paul Valéry. Oublier le passé, c'est quelquefois être condamné à le revivre. Devant ce monument, avec ses 36 noms gravés dans le marbre, nous leur devons un devoir de mémoire et de le faire perdurer aux générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants. Merci de votre attention. Voilà, je pense que nous allons clore la cérémonie. Tout à fait. Voilà, elle s'est passée d'une façon un peu curieuse cette année. Je pense que dans l'avenir, on fera en sorte d'avoir quelque chose de plus plan. À souhaiter que Voilà. déjà 2021 soit... Ouais. Merci à tous d'être venus.